Salutations et bienvenue à Entre trois films, épisode du 6 février 2022. Mon nom est DJ Patoff et je suis en compagnie de Foxman. Salut! Et de Yogi. Salut! Aujourd'hui au programme, nous avons naturellement les nouvelles, nos coups de cœur, les sorties à surveiller. Puis surtout, on va commencer, en se parlant un peu de notre semaine. Ah, vas-y. Pourquoi pas? C'est bon, ça? Oui, ça me va. Yogi, toi, t'as réussi à finir un film que t'as essayé d'écouter au moins 4 fois, 5 fois, tu m'as dit? Oui, j'ai réussi à finir de Royal Tenenbaum. Les 5 premières fois, je me faisais tout le temps déranger par téléphone pour faire de quoi. Fait que là, enfin, je savais que c'était une soirée où personne allait m'appeler. Et j'ai réussi à passer le film au complet, sans pause, rien. Rien. Puis finalement, c'était pas parce que c'était ennuyant que t'arrêtais. C'était vraiment du monde qui te dérangeait pendant ton écoute. Oui. Okay. Puis là... comme c'est un très bon film, je vais en reparler plus tard durant l'émission. Mais oui, enfin, j'ai réussi à le voir au complet. On t'a mis au défi la semaine passée, je pense, d'écouter Across the Universe. Ouais, on l'avait. Ouais. J'ai enfin regardé ce film-là aussi. Donc, mes 2 gros films que j'ai regardés cette semaine, c'est 2 films début des années 2000. Personnellement, je vais le dire tout de suite, je suis pas un amateur de comédie musicale. Donc, Le scoop! Oui, le scoop. Autant je suis un gros mélomane, autant que je suis un cinévore. Le mélange des deux, dès que ça commence à danser, chanter, tout ça, je décroche tout Non, le toi, temps. t'es pas de type Bollywood pantoute. Non, vraiment pas. Certain. Même musicalement, je suis plus du style opéra que comédie musicale. Okay. Mais quand même, ton commentaire sur Across the Universe... C'est vraiment pas mon style de film. Par contre, visuellement, je peux reconnaître que c'est un très bon film. Il y a plusieurs des chansons des Beatles à l'intérieur qui ont des très bonnes interprétations. Mais il y en a d'autres que j'ai trouvé un petit peu moins réussies. Okay. Mais ça, c'est juste mon goût personnel à moi. Mais tu le recommandes quand même? Oui. Pour un amateur de comédie musicale, je le recommande. C'est bon, une recommandation d'un gars qui aime pas les comédies musicales. Fait que d'après moi, c'est un film à regarder. Si vous l'avez pas vu, surtout, n'hésitez pas à aller vous le chercher, que ce soit en Blu-ray ou en VOD. Vous allez avoir du fun, surtout si vous êtes des fans des Beatles. Simon, toi, cette semaine, ça a été une semaine très occupée. J'ai vu ta liste de nouvelles. Fait que t'as-tu d'autres choses? J'ai fait des recherches beaucoup pour vous autres. Mais oui, j'ai lu un roman. J'ai écouté le dernier Ridley Scott. J'ai vu une couple d'autres films aussi. Le dernier Ridley Scott? Oui. Ah ouais, on va en parler tantôt. Ah, exactement, c'est pour ça que j'ai pas voulu dire le titre. Dans mon cas, je me suis tapé toutes les OSS, pas toutes, mais une dizaine d'OSS 117 à partir de 1957 jusqu'au dernier qui est Alerte rouge en Afrique noire, que j'ai aussi me suis retapé et qui malheureusement était vraiment très ordinaire par rapport aux 2 premiers. Les 2 premiers de Jean Dujardin qu'on parle. J'adore les scènes du début avec les ordinateurs. Ouais, la scène avec les ordinateurs est quand même bien quand il devient un nerd. Mais les OSS 117 en partant, les premiers films, c'était assez ordinaire. On va dire que le budget était peut-être pas là, mais qu'ils se voulaient être des James Bond quasiment au niveau de tous les effets spéciaux qu'ils voulaient mettre dedans, mais il y avait comme juste pas les moyens de faire ce qu'ils voulaient, fait que ça paraît énormément. Je dirais que celui-là de 1963, qui a une chanson d'ouverture extraordinaire. Le thème de OSS 117 en yéyé, c'était vraiment assez spécial. OSS 117, dansez les guerriers. D'un autre côté, j'ai commencé un roman que j'ai plus ou moins aimé, c'est Ready Player 2, qui n'a pas été racheté encore pour les droits de film, donc on peut s'imaginer que c'est pas aussi bien reçu que le Ready Player One. Ben, le premier film a fait de l'argent, mais pas assez pour qu'il y ait une suite. Puis ça, je dois donner le crédit à Warner Bros. De pas avoir fait une belle job au niveau publicité pour le premier film, parce que c'est un film merveilleux, Ready Player One. Excellent. D'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un pur Spielberg. Oui, un Spielberg des années 80. Oh oui! Tu sais, vraiment, quand on dit un cinéma Spielbergien, Ready Player One, c'en est tout un. Ce qui est génial, malheureusement, moi, j'ai pas lu le roman. Je pense que vous deux, vous l'avez vu. Oui. La musique à l'intérieur, qui faisait partie de la trame sonore autant du roman, a été revenue dans le film. Non, il est pas tout à fait. Ils se sont inspirés de la trame sonore du roman, parce que oui, le roman a sa propre trame sonore. Effectivement.
Puis ils ont pris quelques chansons dedans, mais ils ont pris des chansons de la même époque que les chansons qui sont dites dans le roman. Comme dans le roman, t'as Ongo Bongo, tu l'as pas dans le film. C'est correct aussi parce que c'est pas Ils l'ont remplacé par d'autres choses. Tu parlais de quelque chose qui était peut-être plus... Vendable. Non, mais je parlais que visuellement que ça fitait plus avec les images du film. C'est correct. Mais c'est de la musique de la même époque. Exact. Tandis que le deuxième, donc Ready Player 2, il y a aussi une trame sonore qui est quand même intéressante parce que je peux m'imaginer toutes les chansons étant donné que c'est pas mal dans mes âges, toutes les chansons qui sont décrites, je les connais. Fait que je suis capable de m'y chanter pendant que je lis quasiment. Et je pense pas que ça va se faire au cinéma bientôt, en tout cas, si jamais ça se fait. Puis qu'est-ce qui est cool quand on lit les romans de Ernest Cline, c'est que quand il y a une chanson, c'est tout le temps décrit comme le bas des vidéoclips à Musique Plus. C'est écrit le nom du groupe, le titre de la chanson, puis l'année, puis le label. On va passer maintenant aux nouvelles. On commence par les BAFTA, tiens, Simon, hein, c'est ça? Oui, les BAFTA qui sont l'équivalent britannique des Academy Awards, des Oscars finalement. Je t'ai pris par surprise, hein? Non. Non, c'est bon. Pas du tout. Les British Academy Film Awards qui vont avoir lieu dans très peu de temps. On va y aller avec la liste des principales catégories, dont le meilleur film. Oui, dans le meilleur film, on a le film de Kenneth Branagh, Belfast. Ensuite de ça, on a le film Don't Look Up de Adam McKay. Qui est excellent. Et voici notre film à nous tous. Yes! Dune de Denis Villeneuve. Qu'on y souhaite que du succès. Oui. Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson qui nous a donné d'ailleurs Boogie Night, Magnolia puis des films du genre. C'est un très grand réalisateur aussi, là. C'est une pointure. Et il y a un personnage que Bradley Cooper joue dans ce film-là qui est mémorable. Licorice Pizza. Oui. The Power of Dog de Jane Campion, qui est un film Netflix avec Benedict Cumberbatch, un western. Un western avec un Britannique, ça va être... Oui, ben il y en a beaucoup à cette heure. Oui. Mélange de genre. On s'entend quand même que lors de la conquête de l'Ouest, la plupart du monde, c'était du monde qui était d'une certaine manière de descendance britannique ou très très proche, qui venait d'arriver en Amérique, qui s'en allait là-bas, donc les accents... étaient... Ah, mais Sherlock est capable de faire n'importe quel. Ah, il fait tout. Même Doctor Strange. Au niveau de... Au niveau des actrices principales, pardon. On a Lady Gaga qui est en nomination pour House of Gucci. Alana Haim qui est en nomination pour Licorice Pizza. Emily Jones pour Coda. Ce film-là, je ne l'ai pas vu. Non, moi non plus. Renata Reinsve pour The Worst Person in the World. Je connais pas non plus. Non, on n'a pas grand-chose que j'ai vu là-dedans. Joanna Scanlan pour After Love. Et Tessa Thompson pour Passing. Je connais Tessa Thompson, mais j'ai jamais vu Passing. Dans cette liste-là, j'ai juste vu Licorice Pizza puis House of Gucci. Donc, Pour dire la vérité. Là. Et je peux-tu mettre un vieux 2 canadien sur Lady Gaga? Je vais te réenchérir ça aussi. C'est aussi, donc un vieux 5. Oui. Moi, je vais vous laisser, les gars. J'ai pas vu aucun des films en nomination là-dedans, sauf Dune. Donc, Dune, ouais, c'est ça. Juste dans les best film, meilleur film. Au niveau des acteurs principaux? On a Adèle Akhtar Oui, c'est ça. pour Ali and Eva. Marshall Ali pour Swan Song. J'adore cet acteur-là, mais j'ai jamais vu Swan Song. Benedict Cumberbatch pour The Power of Dog, qui fait une très bonne performance dans le film d'ailleurs. Leonardo DiCaprio dans Don't Look Up. Sa crise existentielle est incroyable dans ce film-là. Stephen Graham pour Boiling Point. Et Will Smith pour King Richard. King Richard, que je me suis promis que j'allais regarder cette semaine. Et tu devrais l'écouter, c'est un excellent film. C'est la vie des sœurs Williams au tennis. C'est le père des sœurs Williams. Ah! Ensuite, on a la catégorie quand même très importante des réalisateurs. Oui, on a Alan Kahn pour After Love. Excusez-moi, je vais peut-être Démantibuler le nom. le nom du prochain réalisateur. Rashuke Hamaguchi. Je dirais peut-être Ryosuke. Ryosuke Hamaguchi pour Drive My Car. c'est pas le film japonais, ça? Ben, avec un nom de réalisateur de même, peut-être que oui. Ça ressemble pas mal à ça. Audrey Diwan pour Happening. Paul Thomas Anderson pour Licorice Pizza. Hey, ce nom-là, tu l'as réussi comme faut. Jane Campion pour The Power of Dogs. Puis Julia
du corneau pour Titan. Stan. C'est bizarre parce que moi j'ai adoré Titan, mais elle mérite pas d'être là. Denis Villeneuve mérite d'être à sa place, malheureusement. Oui, c'est ça c'est quand même surprenant que Denis Villeneuve soit pas dans cette catégorie-là. Étant donné que Dune est dans la catégorie des meilleurs films, pourquoi le réalisateur s'en trouverait pas là? J'ai peut-être une petite idée, étant donné qu'on sait déjà qu'il va y avoir une deuxième partie. Ils vont peut-être attendre qu'elle ait terminé la deuxième partie pour pouvoir donner pour l'ensemble. Pas vraiment. Ça, il l'aurait fait pour le film. Ouais, Ok. mais les Oscars sont capables de faire une affaire de même. Je pense pas que les BAFTA sont... Non, les BAFTA sont pas publicités autant Non, que c'est ça. les Oscars. Puis quand ils le font, c'est pour le film puis pas pour le réalisateur, généralement. Ouais. OK. C'est peut-être juste un oubli, malheureusement, pour Denis. Mais j'ai rien contre le film français Titan. C'est un excellent film. C'est juste que c'est un film d'une autre époque. Au niveau des screenplays, des scénarios... Les scénarios originaux, pour commencer. Scénarios originaux. On a Being the Ricardos, écrit par Aaron Sorkin, tant qu'à moi, qui est le scénario de l'année. Il y a Sir Kenneth Branagh, parce que oui, sur les sites britanniques, c'est Sir. Sir, oui, bien sûr. Sir Il Kenneth était Branagh. anobli Il était anobli. avec Belfast. Oui, Belfast, qui est excellent aussi. Adam McKay, pour Don't Look Up. Qui est quand même mérité comme nomination aussi. Là. Don't Look Up, les dialogues sont vitrioliques. King Richard, qui est écrit par Zach Baylin. Puis Licorice Pizza par Paul Thomas Anderson. Au niveau des adapted, Les adaptés, t'as le film Coda, écrit par Sian Heder. Drive My Car par Ryusuke Yamaguchi. ouais, c'est bon. Dune par Denis Villeneuve. Enfin, Enfin, il est là. The Lost Daughter par Maggie Gyllenhaal. j'adore Maggie Gyllenhaal. Je savais même pas qu'elle écrivait, personnellement. The Power of Dog par Jane Campion. Puis que c'est drôle parce qu'il y a des films là-dessus comme Don't Look Up, qui est dans les scénarios originaux, et Dune, qui ont plusieurs scénaristes, puis ils ont mis juste les réalisateurs comme scénaristes. Je comprends pas pourquoi, comme dans Dune, qu'Eric Roth n'est pas en nomination, parce qu'il devrait être en nomination. Puis je suis sûr que l'Academy Awards aux États-Unis, ils feront pas cette erreur-là. Là. Ouais, mais j'imagine que si jamais Denis Villeneuve gagne dans cette catégorie, il va faire venir ses collaborateurs sur scène, c'est ça. Ah oui, parce que Denis Villeneuve a écrit le synopsis, on s'entend, là. C'est pas lui qui a écrit les dialogues du film. Non, mais en plus, je suis sûr que Denis, comme personne, c'est un être qui est capable d'être très reconnaissant, puis il va le faire savoir qu'il n'a pas fait ça tout seul. Là. Oui. Au niveau de cinématographie, c'est la catégorie en français, c'est Directeur photo. directeur photo. Ou cinématographie. Ah oui, j'étais correct. Oh, tu étais correct. On a Dune, Oui, qui est photographié par Greg Fraser. qui est excellent. Oui, puis si le monde veut un échantillon du travail de Greg Fraser, réécoutez Rogue One aussi. C'est lui qui a photographié Rogue One. C'était magnifique aussi. Oui. Il t'a un aspect pour filmer la masse. On sent la masse quand il filme. Les objets sont lourds. C'est incroyable comment qu'un gars a une maîtrise de cet art-là. C'est incroyable, Greg Fraser, à ce niveau-là. Nightmare Alley, le dernier Guillermo del Toro, qui est photographié par Dan Lustin. OK. No Time to Die, qui est photographié par Linus Sandgren. Qui pourrait être un compétiteur à Dune facilement? En fait, photo, oui. Je pense que c'est un des rares points. Nightmare Alley est mieux. Pour No Time to Die, c'est à peu près un des seuls points positifs du dernier James Bond. Oui. Oui. Ben, en tout cas, Ben, la réalisation complète du film est bonne. C'est le film qui est pas bon. C'est le scénario. c'est le scénario, c'est l'histoire, l'acting. Et la musique. Ah oui, mais notre ami, on n'en a pas parlé, mais notre ami est en nomination pour Dune, d'ailleurs. ouais. Ensuite, The Power of Dog, qui est photographié par Harry Winger. Et The Tragedy of Macbeth par Bruno Delbonnel. Oh! Moi, j'ai de la misère dans cette catégorie-là. C'est soit Dune ou The Tragedy of Macbeth. Ouais. Puis- Deux grosses pointures. Oui, les deux photographies, c'est du génie. ouais. C'est incroyable. Ouais, le cœur est séparé entre deux. Là. Oh oui, pour moi, le cœur est vraiment... Si j'avais mon droit de vote, je voterais pour les deux. Dans cette catégorie-là, je mets pas un 2. Non, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Ah non, ça peut être assez... C'est égal. En plus qu'égal, je veux dire. C'est côte à côte, là. C'est comme un combat de boxe virtuel entre Rocky Marciano et Mohamed Ali. Là. Au niveau des effets spéciaux, on a quand même une belle petite catégorie de films. Oh que oui. Dune, là je donnerai pas tous les noms qui sont en Non, chose, non. mais l'équipe des effets spéciaux de Dune est en nomination.
On a l'équipe d'effets spéciaux de Free Guy. C'est excellent. Les effets spéciaux sont incroyables aussi. Ghostbusters Afterlife. The Matrix Resurrection. Qui a juste les effets spéciaux à son compte comme bon film. Et No Time to Die qui est en dernière des nominations pour les effets spéciaux. Et comme on a dit, une mention à notre ami Hans Zimmer qui est en nomination pour Dune pour la musique. À l'air de rien, je me retourne vers Yogi. Yogi a un documentaire acadien qui brise des records. Oui, le documentariste Phil Como a sorti un film il y a 2 ans qui fait la tournée des festivals. Le titre du film, c'est Belle-Île en Acadie. C'est un documentaire sur les descendants acadiens qui se sont exilés lors de la déportation en France. Et c'est l'histoire du documentaire, c'est le monde de Belle-Île qui décide de revenir en Acadie voir leurs cousins acadiens. OK. Fait que c'est la rencontre entre les deux cultures. Là. Oui, c'est la rencontre avec les deux cultures et le film vient de recevoir son 300e prix lors de festival. Assez extraordinaire. 300 prix de C'est tournée. mémorable même. C'est incroyable. Oui, puis il attend que sa vie en festival se termine d'ici quelques semaines pour homologuer le record dans le livre des records Guinness. Ça, parce qu'ils vont défoncer le 300, c'est pratiquement assuré. Oh, il en reste encore 4-5 le festival à participer. Donc, le nombre de prix me donne le goût, moi qui n'ai pas un gars qui tripe sur les documentaires habituellement, mais ça me donne le goût à 300 et plus prix de gagner dans des festivals, ça me donne le goût de le voir. Oui, juste pour savoir pourquoi il a gagné le prix. Qu'il a Qu'est-ce gagné qu'il faut autant faire? de prix. Non, mais c'est ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner autant de prix? C'est ça. La clé du succès est là dans cette... La seule chose que j'ai vue du film, c'est la bande-annonce qui est sur la page du Kickstarter du projet. Ah, ça va être un film peut-être à voir. On va vous en parler une fois qu'on va l'avoir vu toutes les trois. Puis on va vous dire si ça vaut la peine que vous le recherchiez vous aussi. Il y a un film qui s'en vient, Foxman, Oui, qui s'appelle Studio 66. 666. C'est quoi j'ai dit encore? 66. Tabarouette. Il me manque un 6 quelque part. Ouais, Studio 666. C'est mon côté catholique qui m'empêche de dire le chiffre. Non, c'est plus le fait que tu es un fan de Star Wars et t'attends l'ordre 66. Exactement. Execute Order 66. Non, Studio 666, c'est le premier film, je pense, du groupe Foo Fighters. Oh! C'est une comédie d'horreur qui a l'air complètement disjonctée. Ça raconte l'histoire du groupe Foo Fighters qui veulent enregistrer leur 10e album studio. Donc les gars jouent leur propre rôle. Exactement. Ils usent un cottage pour enregistrer le 10e album studio juste pour être plus loin de tout le monde puis composer des bonnes chansons. Ouais, comme plusieurs groupes font. Puis là, ils s'aperçoivent que le cottage qu'ils ont loué, c'est une maison hantée. Et Dave Grohl devient possédé. Ça risque d'être assez drôle. Quand on a regardé le trailer tout à l'heure, j'ai fait comme attends un peu là. Ça me fait penser vraiment à un film que si les Beatles ou les Monkees vivaient aujourd'hui, ça serait peut-être un film qu'ils feraient eux autres aussi. Là. Ben, Dave Grohl, c'est toutes ses inspirations à lui déjà. Tout le monde a vu sa série télévisée ou c'est plusieurs documentaires qu'il a co-réalisé et produit pour HBO d'ailleurs. C'est toujours ce genre d'humour-là qu'il préconise. Ça va être pas mal intéressant, ça va être à surveiller. On a hâte de voir si le film va être en salle ici au Québec pour pouvoir le voir. Hein. Ça dépend des distributeurs. On ne sait pas s'il y a des distributeurs canadiens encore. Moi, je ne sais pas en tout cas. Sinon, on va le voir en VOD puis on va vous en reparler. Oui. En parlant de distribution, le film qu'on a parlé la semaine dernière, Moonfall de Roland Emmerich, ne sortira pas de sitôt au Canada. Non, ça sera pas en salle. Non, pas pour l'instant. La compagnie Mongrel qui distribue les films Lionsgate pour les cinémas ont décidé de mettre un terme à la distribution de ce film-là tant que les cinémas canadiens ne seront pas tous réouverts, c'est-à-dire les grosses chaînes canadiennes. Grosses chaînes canadiennes, on dit une chaîne? On est tellement triste de voir ça. Là. Ben, il y en a qui veulent le voir, le film, quand même. Là. Je connais du monde qui veulent voir ce film-là. Oui. Moi, personnellement, ça va juste faire saigner mes yeux. Écouter ce film-là, fait que mes yeux vont bien se porter le temps qu'il n'est pas en salle, mais... Tous les goûts dans la nature, puis si le monde veut le voir, ce film-là, je trouve ça dommage que la compagnie Mongrel décide de couper la distribution. Ben, tant que ça s'est pas rétabli au Canada. Exactement. On ne sait pas quand que tous les cinémas vont être ouverts, ça dépend. Chaque province a leur loi pour ça. On a parlé d'un film hier. Excusez. C'est moi qui t'ai supposé te laisser aller. Oui. Ben, pour les fans de Marvel Studios et surtout Sony Home Entertainment ont dévoilé qu'il va y avoir au-dessus de 100 minutes de bonus feature
sur le Blu-ray des 4K, Blu-ray, toutes les versions de Spider-Man No Way Home. 100 minutes, 100 minutes. ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça sur un Blu-ray. Là. Oui, parce qu'à Star, il nous donne 2-3 petites featurettes de 4-5 minutes, puis c'est ça que vous avez... Arrangez-vous avec ça. Exactement, c'est ça que j'allais dire. Et il y a Amazon Prime qui a dévoilé la date de sortie aussi de Lord of the Rings, Rings of Power, la série télévisée. La série sur le Seigneur des Anneaux. Et quelques posters, comme la pré-bande-annonce qui a sorti la semaine dernière, les posters sont aussi cheap. Ça n'a pas l'air le fun à regarder. Là. Non, pour 58 millions par épisode, ils ont tout mis dans l'épisode sûrement et rien dans la publicité. Enfin, pour moi, il lui reste plus une scène. Par ce point de vue pub, on dirait qu'ils sont 15 ans en retard dans les effets spéciaux. Ouais, c'est pas 20, là. Oui, puis la voix de la fille qui fait Galadriel, on s'entend que ça fait pitié, ça a l'air d'un mauvais jeu vidéo. Ce serait quand est-ce que ça sort? Ça, c'est la première semaine de septembre. Ah, OK. Bon, on a pour un petit bout à attendre. C'est la semaine de Paramount Plus. Oui, Paramount Plus qui veulent nous faire une offre qu'on peut pas refuser cette semaine. Ça va très bien avec le thème. Exactement. La première grosse annonce de Paramount Plus est un spin-off d'un film très très connu des années 70. Grease va avoir son propre spin-off, mais focusé sur les Pink Ladies. Ouh, Ça va s'appeler Rise of the Pink Ladies. OK. Ça me rappelle un titre d'un film que j'ai pas aimé. Oui, ça risque. Est-ce que c'est J.J. Abrams qui vont le réaliser? Je penserais pas. D'après les rumeurs, ça va ressembler beaucoup, pas à une nouvelle époque, mais au niveau style, au niveau contexte, à Glee. C'est-à-dire qu'il va y avoir des chansons à chaque épisode, et ça va être comme une petite mini comédie musicale de 45 minutes par semaine. Donc, c'est Yogi qui va s'étaper. Oui! Ça va être pénible. Summer Night. Ensuite de ça, Paramount Plus a dévoilé la première bande-annonce officielle, puisqu'il y avait eu un teaser il y a quelques mois. Mais il y a la première bande-annonce officielle, vraiment bande-annonce de Halo, Oui. basée sur le jeu vidéo, la série télévisée basée sur le jeu vidéo. Et je dois avouer que pour une fois, je suis pas inquiet sur une adaptation de jeu vidéo. Non, en Juste fait, avoir la bande-annonce. la bande-annonce m'a même m'a même rendu intéressé à voir cette série-là. Puis je suis pas un gamer tant que ça. Puis Halo, c'est pas un jeu que je joue. Mais je suis quand même intéressé par la série parce que la bande-annonce était tellement bien faite que ça donne le goût de regarder. Oh oui, c'est hallucinant de voir la qualité des effets spéciaux, puis de voir aussi que ça a l'air d'être à un niveau supérieur, parce qu'au début, j'avais peur que ça soit un Doom version 2.0, Ouais. mais juste voir l'ambiance qu'il y avait à l'intérieur, le monde qui était créé, ça avait l'air wow. Là. Il a l'air d'avoir un bon world building, comme on appelle dans le milieu, pour Halo, la série télé. Il y a aussi, on va encore parler du merveilleux monde de Gene Roddenberry. Oh, Parce qu'ils n'arrêtent pas de nous sortir des nouveaux projets. OK. Et ils ont tous l'air pire un que l'autre, malheureusement. Et Star Trek Academy. Mais l'Académie d'un Starfleet. Moi, j'aurais appelé ça Starfleet Academy. Ça aurait été mieux que Star Trek Academy. Ouais, mais il aurait été perdu. Les gens n'auraient pas compris. Oui, exactement. Ou bien Star Trek, Starfleet Academy. Oui. Ça aurait été... Déjà qu'il y a 20 ans, il avait mélangé le monde avec la série Enterprise sans avoir marqué Star Trek au début. Là. Ouais, à partir de la 3e saison, ils ont rajouté le mot Star Trek. Et on dit on prendra pas de chance de coulon, on va appeler ça Star Trek Academy. Oui, qui va raconter l'histoire de cadets à l'Académie de Starfleet. Wow. Ça peut aller dans tous les sens. Là. Ouais, mais Star avec Trek la nous ont qualité habitués. des officiers qui ont dans ce nouveau monde de Star Trek-là, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont apprendre. Comment tirer avant de réfléchir? Ça risque d'arriver, oui. Ensuite, la grosse nouvelle de la semaine pour Paramount Plus. Oui. Oui, Paramount nous font vraiment une offre qu'on peut pas refuser. OK. Il va y avoir une série dramatisation, making of, du sport. Oh, chez nous. Oui. Chez en bas de la feuille. 15 forts, 3 copies. C'est fait. La bande-annonce est juste incroyable. Et la série télévisée est même écrite par Michael Tolkien, qui a écrit le roman The Players. Je sais pas si le monde se rappelle du film The Players des années 90 qui parlait des dessous du cinéma. Oui. Ben, la série télévisée est créée par l'auteur du roman The Players, en plus de ça. Ça va être incroyable. T'as Miles Tyler, qu'on a vu dans...
j'ai un plan de mémoire. Là, ça va pas bien. Hein. Le film de drummer de Damon Chazelle. Drumline? Non. Drumline, c'est un film, c'est avec- Marching Band. Avec J.K. Simmons? Oui, exactement. Ok, oui. Le film avec J.K. Simmons. Whiplash. Whiplash, c'est ça. C'est Miles Tyler, il y a Matthew Good qui joue un Robert Evans, Out of This World. On jurait que c'est l'exécutif du studio Paramount qui est une bébite des années 70. Tout le monde dans le milieu connaît au moins une histoire, une légende sur Robert Evans. Matthew Good joue Robert Evans. Il ressemble à Matthew Evans. Puis Dan Fogler, que le monde a pu voir dans des films comme Fanboys ou la série des Fantastic Beasts. Mm-hmm. Il joue Francis Ford Coppola. Moi, c'est pas un acteur que j'aime nécessairement. Je trouve que c'est un acteur un peu ridicule dans un sens. Ben, il est très bien dans son rôle, mais il joue tant des rôles un peu ridicules. Là, ils ont fait pousser une barbe et il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Francis Ford Coppola des années 70. Un jeune Francis Ford Coppola. C'est à s'y méprendre. C'est incroyable. Moi, j'ai tellement hâte de voir cette série-là. Oui. Puis ils nous finissent la bande-annonce avec le thème de Nino Rota. C'est incroyable, juste pour faire... Venez-vous-en, on vous a pogné. On vous a pogné Les le mecs voir qui ça. font dire à Francis Ford Coppola, I believe in America. Et finalement, il y a une signature chez Sony qui s'est faite. Oui, pour le Spider-Verse de Sony, pas pour le MCU, mais pour les films genre Morbius, Kraven the Hunter, Venom, tout ça. Ils ont annoncé un nouveau film avec l'actrice, Madame Webb, qui va être jouée par Dakota Johnson, la fille de Melanie Griffith et Don Johnson. OK, on a déjà vu dans 50 Shades of Grey. Ouais, dans la série 50 Shades of Grey, oui. OK. Puis c'est drôle parce que Madame Webb, elle a quoi, plus qu'une centaine d'années dans les comics. C'est une vieille personne, puis ils ont choisi Dakota Johnson. Ils vont peut-être la vieillir par CGI. Pas mal obligé. Ensuite de ça, on a des rumeurs. Ah oui? Oui, on a des rumeurs. Ah, bon, il y en avait... Partie préférée. Ouais, puis une que Pat se pourra plus. Ah oui? Oh oui, il y a une rumeur juste pour toi, elle a été faite pour toi. Il y a une grosse rumeur disant que Lucasfilm sera en début de préparation, en début de projet pour une série Darth Maul. Oh, là, tu Live m'intéresses. action. Oh, en live action. Sûrement pas avec le même acteur, je peux pas croire. C'est lui qui l'a joué dans Rogue One. Ah oui, quand même. Il est capable de le jouer encore. C'est que la voix à Star est faite par Sam Witwer, qui le fait depuis la série Clone Wars. La série TV. Ça m'intéresse en tabarouette, Ah, c'est sûr et certain. Je savais que tu serais un adepte d'une série Darth Maul. Et oui, je suis vendu Star Wars. Je suis complètement... At last we reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge. Ensuite de ça, il y a une autre rumeur chez DC. Une suite au film de 2019 de Joker. Ah ouais, ça c'est surprenant un peu, par exemple. Qui est supposé s'appeler The Cult of the Joker. Ah, ça peut être intéressant, finalement. Moi, c'est pas ce que j'aurais fait personnellement pour une suite de ce genre de film-là. Moi, j'aimerais mieux qu'il aille sur une autre optique, genre, on a fait le Joker, maintenant on va faire Cobblepot, qu'on fasse Kyle, qu'on fasse Enigma, qu'on fasse tous les méchants un après l'autre, ça aurait été bien. Dans cet univers-là. Ouais, mais là, ils ont décidé de faire le Joker 2. Ouais, parce que ça avait pogné, fait que... Ouais, mais c'est à cause que le réalisateur et même Joaquin Phoenix avait dit pas jamais, c'est un one-shot only. Puis là, l'odeur du verre, l'odeur de l'argent, en fait, les deux gars ont fait ouais, finalement, Todd Phillips puis Joaquin Phoenix ont fait finalement, peut-être qu'on va revenir, puis ça a l'air que les premières ébauches de scénario est en écriture présentement. Donc, pour une sortie 2024. Donc, on va voir la gang du Joker, du monde qui se prennent pour le Joker. Si on se fie un peu, j'extrapole, là, au comique, là. Ouais, les Jokers, qui sont, comment ils s'appellent des comics, c'est les Jokers. Fait qu'on risque de voir ça un petit peu dans le Ouais, film. ou que c'est lui qui va se faire un culte d'Arkham, pis aucune idée. J'avais aimé sa performance à Joaquin Phoenix dans le rôle. Il a même gagné l'Oscar pour le film. Ouais. Qui était mérité cette fois-ci. Oui. Mais c'est drôle. Je dis c'est drôle, mais... C'est drôle, le Joker. Non, ce que je veux dire par là, c'est que les 3 qui ont joué le Joker au cinéma ont été oscarisés. Peut-être pas pour le rôle, mais... Pour jouer le Joker, faut que tu aies un Oscar. OK. À moins de t'appeler César Romero. Oui, mais... Il n'y a pas eu d'Oscar, César? Non, c'est un character actor. Non, mais tu sais, Jack Nicholson a eu un Oscar, Heath Ledger a eu l'Oscar, Jared Leto a eu l'Oscar, Joaquin Phoenix a eu l'Oscar. Ouais. Tu sais, C'est un personnage qui... malheureusement, en 89, Nicholson n'avait même pas été en nomination Non, c'est fou, pour hein? le Joker.
Parce qu'à l'époque, il avait dit publiquement, genre, c'est des films pour enfants. Puis, Ouais. Non, mais les Oscars prenaient pas ça au sérieux non plus. Non. En 89, les films de super-héros, là, Exactement. c'était pas très, très bien vu. On a des sorties, mais pas beaucoup de choses cette semaine en sortie VOD, DVD, cinéma. non, C'est comme tranquille. La plus grosse, c'est Paramount puis MTV qui sortent le 4e opus de Jackass. Jackass Forever. Ça vole pas. Non, c'est ça, c'est pas une grosse semaine. Non, des choses fécales et des phallus en Beaucoup. quantité industrielle. Ça va bien, j'aime bien la façon de dire. Ça va Ben, faire... c'est les termes techniques. Ah ouais, Oh c'est oui! Ça va faire plus d'argent à Johnny Knoxville, là. Hey, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. ça. Ouais, c'est ça. Il y a quand même une belle job de dire juste ça, et après ça, de se péter à la gueule, puis Mais le gars, il a du fun. de se brocher les couilles, puis c'est incroyable. Se faire des tatous sur un G. Ah non, moi, je sais pas, j'ai de la misère avec cette Moi, il y en a un, je pense que c'est dans le premier film qui avait fait hurler de rire. Il s'était habillé comme un disco des années 70 avec des patins roulettes. Puis tu pensais qu'il était dans un ring de patins roulettes, mais il était dans un truck, dans un derrière de 10 roues. Puis il se faisait rouler. Le 10 roues s'est mis à partir, puis eux autres, ils étaient en patins roulettes avec la musique disco dans le 10 roues. Ah ouais, Ça m'avait fait hurler de rire à l'époque. En tout cas, bonne chance à eux autres pour leur projet. Ça, c'est comme les films de Jackie Chan doivent calculer la qualité de leur film par le nombre d'heures qui passent à l'hôpital après. Là. c'est ça. Sinon, en VOD, on a quand même un film on avait parlé tantôt, qui est pas assez fort peut-être pour faire les plus grandes entrées. Ouais, le vétéran avec Liam Neeson. Ben, c'est du déjà vu. C'est comme tous les films de Liam Neeson des 15 dernières années. Depuis Taken 1, il fait ce film-là. C'est le même film. Donc. On fait juste changer la fille qui doit sauver la ville où habite. Puis, Puis c'est un badass qui personne n'est capable de toucher, puis il retrouve. Mais il a l'air badass, Liam Neeson. On peut pas faire autrement. Moi, je le croise dans un bar, je l'appelle monsieur. Là. Ouais, mais il y a quelqu'un qui a une rumeur qu'il va y avoir une série télévisée sur lui, que quand Liam Neeson l'a rencontré, il a passé au travers. Les coups de cœur de la semaine. On va y aller avec nos coups de cœur maintenant. Marc-André, tiens, ton coup de cœur de la semaine? oui, j'en avais parlé tantôt pour dire que c'était un des films que j'avais regardé, de Royal Tenenbaum de Wes Anderson, que j'ai adoré. La performance d'acteur de Gene Hackman dans ce film-là est magistrale. Oui. J'ai adoré la mise en scène qui est tellement froide. Le jeu des acteurs est tellement Magique. magique, oui, mais C'est parfait. C'est parfait. Le film, si on prend le texte à la base, c'est un gros drame, mais de la façon que c'est joué, que c'est tourné, ça revient tellement humoristique. C'est autant La Petite Vie, le texte était dramatique, était surjoué, fait que ça faisait drôle. Autant c'est joué minimaliste que ça t'amène dans un autre monde totalement, qui fait en sorte que t'as pas le choix de trouver ça drôle. Là. Ouais, t'as pas le choix de trouver ça drôle. Puis c'est fait l'origine beau. du tracksuit Mafia de Hawkeye. Oui. Non, sérieusement, Royal Tenenbaum, c'est un excellent film. C'est pas mon préféré personnellement de Wes Anderson, mais c'est incroyable comme film. Ouais. Sérieux, là, si vous voulez commencer à regarder de ces films à ce réalisateur-là, C'est un bon départ. oh oui, c'est pas très dérangeant à regarder, c'est pas C'est pas Steve Zissou. Non, puis c'est pas très déstabilisant. Steve Zissou, c'est tellement extraordinaire. Ouais, c'est mon préféré personnellement. J'ai exactement le même comme préféré. En parlant de même, toi puis moi, Simon, on a le même coup de cœur cette semaine. Eh oui, les grands esprits se rencontrent. Ça a l'air à ça. House of Gucci. Yeah. Oh my God. Puis je dois avouer que pour le monde qui me connaisse pas beaucoup, Ridley Scott, c'est mon réalisateur préféré à vie. Fait que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un grand film de Ridley Scott. Non, Ridley Scott. Ben, depuis le Martien. Surpasse. Depuis le Martien qui avait pas fait de grand film. Le reste qu'il avait fait depuis le Martien, c'était très ordinaire, il faut le dire. Mais House of Gucci, c'est le retour de Ridley Scott en pleine forme. Oui, puis moi qui est pas très très mode, Gucci, j'avais vraiment, je connaissais la marque là, mais on s'entend que d'un, je suis pas assez riche pour me l'acheter, puis de deux, je suis pas ça, les nouvelles, tout ça, je suis même pas au courant qu'il y avait un mort en 95, donc du coup, j'étais pas au courant de ce qu'il y avait eu dans leur histoire, et je suis embarqué dans l'histoire
en 2 secondes, j'ai voulu suivre puis savoir qu'est-ce qui se passait, puis comment ça allait se développer jusqu'à à la fin. Là. C'est incroyable comme film. La palette d'acteurs que Ridley Scott a réussi à assembler, là. Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons, Lady Gaga qui est hallucinante, on le dit, là, c'est une performance Salma Hayek. Salma Hayek, oui, que je m'attendais pas à voir là-dedans. Non plus. J'ai fait comme, qu'est-ce qu'elle fait là? J'avais pas entendu son nom vraiment pas en tout, puis j'ai fait, ben, elle est parfaite dans le rôle. C'est quand même pas le plus gros rôle, on s'entend, mais c'est un personnage important. Puis Adam Driver. Adam Driver, naturellement, qui joue Gucci. Ben, en fait, il joue... Un des Gucci. Un des Gucci, ouais, c'est ça. Ils sont tous Gucci. À part Salma Hayek, c'est tous des Gucci. C'est tous des Gucci. Non, c'est incroyable. La performance d'acteur de ce film-là, c'est juste du bonbon. Exact. Si vous l'avez pas vu ou si vous avez pas réussi à le trouver encore. Il est disponible en VOD présentement. Exactement. Donc, je vous conseille de l'écouter. Si vous aimez la mode, si vous aimez Lady Gaga, si vous aimez Al Pacino. Si vous aimez les drames familiales. Si vous voulez ne pas reconnaître Jared Leto. Non, c'est Jared Leto dans ce film-là, c'est exactement ce qu'on disait de Colin Farrell dans Joker. Exact. Ils devraient faire une tournée ensemble, genre, mais qui sont ces deux personnes? Qui sont ces deux personnages? Ils sont pas reconnaissables. Ok, le maquillage est incroyable. Et voilà. Donc, c'était nos coups de cœur à moi et Simon. En espérant que vous avez aimé cet épisode, que vous serez de retour pour la prochaine épisode de la semaine prochaine. Vous pouvez nous suivre sur Balado Québec, Spotify, iTunes, Google Balado. Vous pouvez nous trouver sur Facebook et même YouTube. C'était Entre trois films. Je suis toujours DJ Patoff et je suis en compagnie de Yogi Foxman. On vous dit à la prochaine. Bonsoir.